Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Ça fait débat avec aujourd'hui Jean-Yves Le Borgne, bonsoir. Bonsoir. Avocat, ancien bâtonnier, et bonsoir à William Tay, qui est en ligne avec nous, je crois. Non, on va réussir à le joindre dans un petit instant. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Dites donc Jean-Yves Le Borgne, il s'en est passé quand même des choses cette semaine politique. Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon, nous disait que c'était une succession de punchlines les unes après les autres, et tout ça pour pas grand-chose. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas encore de résultats, il n'y a d'ailleurs pas non plus de propositions. On est encore dans une situation préparatoire, on ne sait pas quelle sera la formule définitive du gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée nationale. Donc on est dans un temps d'attente qui laisse évidemment un sentiment d'incertitude. Les concepts ne sont pas explicités. Il va y avoir des choix à faire. On nous parle d'une loi qui pourra, dans une certaine mesure, faire face aux difficultés financières que connaissent... La loi sur le pouvoir d'achat. Oui, ouais. Que connaissent certains de nos compatriotes, dont on ne connaît pas encore le détail. Il va aussi, et ça c'est le point peut-être le plus important, parce que c'est l'élément nouveau, que va donner l'opposition ? Est-il concevable qu'une opposition de gauche qui se préoccupe tout naturellement, d'ailleurs comme la majorité du pouvoir d'achat des Français, s'oppose à une mesure qui tendrait à l'améliorer? Est-il concevable que le Rassemblement national, alors que Marine Le Pen a fait sa campagne sur le pouvoir d'achat, s'oppose à ce même projet? Alors bien entendu, on peut toujours dire que c'est insuffisant, mais dire que c'est insuffisant, est-ce un apport suffisant ? William Tay, bonsoir. Bonsoir. On a dit, Laurent Marcangeli faisait remarquer que cette semaine écoulée était une série de punchlines les unes après les autres, et finalement pas pour pas grand-chose. Alors effectivement, on est dans un moment, comme le disait Jean-Yves Le Borgne à l'instant, de préparation, mais quand même, on a l'impression que ça accouche un peu d'une souris tout ça. Hein. Normalement, l'élection présidentielle et l'élection législative qui suit doit en fait permettre de clarifier un débat. Et ensuite, après, ça permet au camp qui gagne en fait, de rassembler l'ensemble des Français. La situation que nous avons rencontrée à l'occasion des élections législatives a créé à peu près 4 blocs. Le bloc de la NUPES mené par la France Insoumise, le bloc de la majorité présidentielle, les Républicains et le Rassemblement national. Et en fait, chacun de ces blocs, plutôt que d'essayer de parler à un autre bloc et donc de parler à d'autres électeurs, essaie de parler à ses propres électeurs. C'est Radio Londres. Les blocs parlent au bloc, je répète. Voilà. En fait, ils parlent à leurs blocs électoraux et donc à leurs segments électoraux. Et donc, du coup, ils sont obligés de parler en termes de punchline pour mobiliser leur base électorale. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une campagne présidentielle et une campagne législative qui clarifie le débat, en fait, on est rentré en campagne permanente dans la mesure où vous avez une instabilité qui est conduite par le fait que la majorité présidentielle n'est qu'une majorité relative et que la plupart des députés ont en tête une éventuelle dissolution. Et en vue de préparer cette dissolution, et comme les députés ont été élus sur un mandat qui est clair, en fait, ils parlent à cet électorat-là en vue de se faire réélire, en vue des élections législatives anticipées. Et sur la question du pouvoir d'achat, effectivement, la question du pouvoir d'achat réunit toutes les formations politiques. C'est-à-dire que toutes les formations politiques veulent répondre à la problématique du pouvoir d'achat dans la mesure où nous avons une inflation qui est très forte. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on sommes d'accord pour améliorer le pouvoir d'achat. La question qui est posée aux formations politiques, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec les solutions proposées par le gouvernement pour répondre à la question du pouvoir d'achat. Il y a la gauche qui va dire que notamment le gouvernement n'intervient pas assez sur les plans keynésiens et donc d'augmentation de la dépense publique pour soutenir le pouvoir d'achat par la consommation, donc en augmentant les salaires à la fois du privé et des fonctionnaires. Il y a la droite qui dira... Quitte à augmenter les impôts alors. Quitte à augmenter les impôts. Et la droite dira à ce moment-là, le gouvernement n'intervient pas assez sur la baisse des dépenses publiques et pas assez sur la baisse des taxes parce que le gouvernement intervient trop par la hausse des dépenses publiques et donc investit sur les ménages à venir et donc sur les enfants à venir, sur les générations qui sont futures et donc menace la stabilité à long terme. Et les rassemblements nationaux, il va dire un peu des deux. En fait, il va dire que d'un côté, il faut augmenter davantage les dépenses publiques et également baisser les impôts, ce qui est le discours le plus paradoxal. Alors, je vous coupe un peu dans votre élan de discussion politique, mais enfin, je reçois quand même un urgent de l'AFP qui mérite d'être cité, qui, comme on dit dans le langage un peu familier et courant, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous signale, je vous annonce que notre Alizé Cornet nationale vient de battre à Wimbledon au 3e tour Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale. Alors ça se fait. Hein. Alors moi je vais vous dire, j'applaudis Alizé Cornet parce que honnêtement, se faire, si j'ose dire, la première joueuse du monde
à Wimbledon, sur un terrain qui n'est pas facile. Bah voilà, en fait, ça mérite quand même des applaudissements. On y reviendra bien sûr dans Europe 1 Sport tout à l'heure à partir de 20h et puis dans le journal de 19h. Cette semaine politique, elle arrive. On a une Elisabeth Borne qui planche bien sûr son discours de politique générale, qui a été cette première ministre un peu, j'allais dire, orpheline du président de la République, qui avait quand même beaucoup de choses à faire au niveau international puisque ça a été sommet sur sommet. Et on le sait, la présidence française de l'Union européenne vient se terminer. On vient de passer la main aux Tchèques. Donc là, week-end studieux pour un discours qu'on espère, en tout cas Jean-Yves Le Borgne, avec un axe bien précis. Je dirais, soyons lucides, que quel que soit le contenu de ce discours, les propositions, les orientations, parce que j'imagine qu'on ne sera pas dans le détail des projets de loi qui vont être présentés, mais dans des orientations générales de la politique gouvernementale. On va se retrouver devant la situation qu'on connaît, c'est-à-dire ces divers blocs, et William Tay citait ces 4 blocs, je suis d'accord avec le fait qu'ils existent, et surtout qu'ils sont en train de préférer leur survie à un accord de gouvernement au coup par coup. Ce qui fait que on est un peu dans cette situation où la France semblerait ne jamais, enfin, ou du moins ses élus, sembleraient ne jamais vouloir être dans une position de relative faiblesse quand on n'est pas majoritaire, on soit en fait dans cette sorte de nostalgie permanente d'un pouvoir fort, avec un président bien élu et une majorité qui fait une chambre introuvable, de telle sorte qu'au fond, cette sorte de nostalgie à l'égard de la majorité parlementaire me laisse à penser qu'on n'aime pas le Parlement, qu'on n'aime pas la démocratie, et qu'au fond, non, parce qu'un Parlement introuvable, une majorité qui vote tout ce qu'on lui présente, ça sert à rien. On pourrait presque dire... Ça sert à quelques discussions, ça sert à quelques évocations d'une opposition qui dit ce qu'elle a à dire sans que ça ait de conséquences. Et là... La faute à la Constitution quand même, maître, quand vous regardez comment le pouvoir exécutif est puissant dans les textes de la 5e, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il est pas si puissant que ça s'il ne dispose pas précisément d'une majorité parlementaire. Oui, et là, on est dans un choix. Et il me semble extraordinaire de vouloir plutôt conserver son identité que d'opter pour une coopération qui pourrait certes apparaître comme un ralliement. Le ralliement est-il une manière de se nier personnellement ? Ou alors, faut-il parier sur l'avenir pour reconquérir le pouvoir au point de paralyser la France ? C'est des sujets de bac philo, là, Jean-Yves Le Borgne. C'est des sujets de bac philo. Heureusement qu'on a William. Il y a plusieurs sujets sur la question de la démocratie et sur la question de la Constitution du 5e. Moi, je pense justement que la Constitution de la 5e est parfaitement adaptée à la situation actuelle. Quand on regarde la situation depuis 2008, on vit des crises de façon permanente. Mais je suis d'accord avec vous, parce que sinon, ça se transformerait en ce qu'on a vécu en 1946. On est parfaitement d'accord. Sur le deuxième plan que vous évoquez, sur la question des ralliements des partis politiques, le problème, c'est que les députés ont été élus par quelque chose qui s'appelle le peuple. Donc, ils ont reçu un mandat du peuple pour faire quelque chose. Les députés de la NUPES, les députés des Républicains et les députés du Rassemblement national ont été élus pour s'opposer à Emmanuel Macron, avec des mandats qui sont différents, sur des convictions qui sont différentes. Mais ils ont été élus pour s'opposer à Emmanuel Macron. Donc le véritable responsable de cet enjeu, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que quand vous aviez des personnes qui ont voulu rallier la majorité présidentielle, il y a différentes personnalités qui ont dit on est capable de travailler avec la majorité. Qu'est-ce qu'a fait la majorité présidentielle à l'occasion des élections législatives ? Ils ont mis un candidat LREM face à eux, ce qui les incitait, eux, à adopter des positions plus dures pour s'opposer au candidat d'Emmanuel Macron en vue de se démarquer et ensuite en vue d'une dissolution qui s'annonce quand même, en tout cas que chaque député a en tête. Est-ce que chacun pourra trahir ses électeurs en risque de perdre son poste dans 6 à 18 mois éventuellement ? C'est la deuxième difficulté. Et enfin, le troisième point que je vois sur la question de ce que vous avez comme élection, moi, je trouve que les Français ont été parfaitement cohérents. Les Français ont considéré qu'Emmanuel Macron était à la fois le candidat qui incarnait le mieux le renouvellement et celui qui avait le plus d'expérience et surtout, il permettait d'éviter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Par contre, si par cas, sur les 2 fonctions de corps du roi d'Ernest Kanterowicz, il incarnait la fonction parfaite d'incarnation parce qu'il ne voulait pas être incarné par Marine Le Pen, il ne voulait pas être incarné par Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas d'accord sur sa deuxième fonction qui était celle de chef de l'exécutif et notamment sur son projet présidentiel. Parce qu'Emmanuel Macron, lors du débat présidentiel, n'a pas voulu
mettre les thèmes sur la table. On ne savait pas quel est son projet exact. Au premier tour, il gouvernait plutôt au centre droit. Au deuxième tour, il parlait clairement à l'électorat insoumis. Donc, il y avait une incertitude sur son projet présidentiel. Et l'élection législative, notamment les Français, ont décidé d'exprimer, oui, nous faisons confiance au président, mais sous contrainte, à mesure qu'il écoute les autres formations politiques pour enrichir son projet. Et c'est le message qu'il doit entendre dans le discours qui doit se traduire par le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Jean-Yves Le Borne. D'abord, je pense que vous avez raison de dire que Emmanuel Macron n'a pas présenté un programme particulièrement détaillé et clair quand il a été candidat à la présidence de la République. Je crois que ces programmes-là n'ont pas de sens. Et il y avait dans votre propre discours, d'ailleurs, la réponse à ce propos. C'est que un président incarne le pays. Et au fond, c'est celui auquel on fait confiance pour faire face, mais faire face à quoi ? À ce qui va se présenter et qui est parfois totalement insusceptible d'être prévu. Alors, à partir de là, qu'il y ait des élections législatives beaucoup plus nuancées, d'autant plus nuancées qu'elles ne portent pas pour la même raison. Elles ne se manifestent pas pour le même motif. Il ne s'agit pas du choix d'une représentativité ou d'une représentation, il s'agit du choix d'une orientation politique. Là où je quitterai votre analyse, c'est lorsque vous dites que les élus de la NUPES ou du Rassemblement national ont été élus pour s'opposer à Emmanuel Macron. Je crois qu'ils ont été élus pour incarner ou pour manifester une certaine sensibilité politique, mais cette sensibilité politique, elle pourrait se reconnaître dans des initiatives qui viendraient du gouvernement et du Premier ministre d'Emmanuel Macron. On peut très bien imaginer que, et ce sera probablement le cas, qu'un minimum de lucidité fait qu'il doit aujourd'hui être pris un certain nombre de mesures d'ordre social. Et je vois mal comment les uns et les autres, quel que soit le mandat qu'ils ont reçu du peuple, pourraient s'y opposer. C'est en cela, je pense que ce soutien ne serait pas une trahison des électeurs. Alors, je comprends que le soutien soit un peu au coup par coup, qu'il n'y ait pas une allégeance à un gouvernement et au président, parce que ça, c'est une manière presque de ne plus être dans la démocratie. Vous voyez, moi, je ne suis pas de ceux qui se désespèrent de cette Assemblée nationale multicolore. Je trouve que c'est bien la restauration du débat démocratique, à condition qu'on joue le jeu et qu'on vote lorsque l'on pense être en accord avec ce qui est proposé et pas seulement pour s'opposer et s'opposer pour être soi-même. On a de toute façon eu les partis des extrêmes qui, il y a plusieurs mois déjà, nous disaient retour à la proportionnelle, retour à la proportionnelle. Là, d'une certaine manière, avec une majorité relative, c'est un peu le retour de la proportionnelle, même s'il ne s'appelle pas comme ça. Est-ce que vous pensez que, et je reprends mon trend d'Elisabeth Borne qui doit vraisemblablement s'exprimer mercredi prochain, est-ce que vous pensez qu'il y a même peut-être une infime possibilité d'un vote de défiance ? Je ne pense pas qu'elle se soumettra à la question du vote de confiance parce qu'elle, vraisemblablement, elle sera minoritaire. Et ça pourrait les mettre en difficulté en vue des prochaines négociations dans la mesure où la position des partis politiques est plutôt claire, c'est-à-dire que NUPES votera contre, les Républicains voteront contre et le Rassemblement national voteront contre. Sur la question du vote de confiance, là où elle est plus tranquille, c'est sur la question de la motion de censure, soit sur la question du 49.3, sur l'article du 49-1, dans la mesure où elle se présenterait face au Parlement. Et à ce moment-là, en motion de censure, il n'y aura pas de majorité contre elle. Et c'est là, en fait, l'avantage qu'a le gouvernement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la majorité pour eux au sein du Parlement, il n'y a pas forcément de majorité coordonnée contre Elisabeth Borne, et c'est là où elle a un avantage sur ce point-là. Sur la question du discours de politique générale, Emmanuel Macron a à peu près deux orientations qui sont possibles. La première, c'est de faire ce que vous évoquez, ça veut dire une majorité de projets en fonction des différentes circonstances. Imaginons qu'on ait un texte plutôt sur les questions régaliennes et migratoires. Dans ce cas-là, il parlerait plutôt aux députés républicains, Rassemblement national, qui seraient obligés en quelque sorte de voter son texte. Et si par cas il présente des mesures de justice sociale, la NUPES, éventuellement Rassemblement national, voterait en faveur de ces mesures. La deuxième orientation qu'il a, c'est obliger en fait et prendre les Républicains devant le fait accompli. Les Républicains ont présenté un programme à travers celui de Valérie Pécresse, c'est le programme des élections législatives qui énonçait des mesures à peu près claires, et même Valérie Pécresse avait dit qu'Emmanuel Macron s'inspirait de son programme. Si par cas Emmanuel Macron changeait de Premier ministre en mettant un Premier ministre qui est capable de parler à la droite et reprenait les mesures de la droite, c'est-à-dire sa campagne du premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que les Républicains pourraient vraiment voter contre ces mesures-là ? Donc vraisemblablement, ils voteraient en abstention, et le fait qu'ils se mettent dans l'abstention
mettrait le gouvernement en majorité absolue dans la mesure où les Républicains ne passeraient pas au vote. C'est la deuxième solution que je vois pour Emmanuel Macron. La question, c'est que pour l'instant, dans les différentes interviews qu'il donne ou les interviews données par Elisabeth Borne, on est plutôt sur on ne choisit pas vraiment ce qu'on fait et on se place plutôt entre les deux. D'un côté, on parle un peu aux Républicains, de l'autre côté, on garde quand même la majorité de projets pour ne pas se fermer de porte. Et je pense que la question de la démocratie, la question de la gouvernance, c'est trancher, c'est choisir. C'est assez amusant parce que vous avez dit il faudrait un Premier ministre qui arrive à parler à la droite. Ça veut dire qu'Elisabeth Borne, elle peut pas parler à la droite. Moi, je pense qu'Elisabeth Borne, en fait, elle a des compétences quand Emmanuel Macron avait une majorité absolue. C'est-à-dire qu'elle avait toutes les compétences pour exercer Mais des là, dans réformes. ce cas de figure, elle peut pas parler à la Pour moi, droite. elle ne correspond pas à la temporalité. En fait, Elisabeth Borne servait pour négocier la réforme des retraites avec les syndicats, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'Elisabeth Borne, normalement, comme chef de la majorité, elle devait soutenir les candidats de La République En Marche et Renaissance aux élections législatives. Et quand on regarde sa carte de déplacement, elle s'est concentrée uniquement sur sa circonscription du Calvados, ce que n'avait pas fait à l'époque Édouard Philippe il y a 5 ans. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est qu'il faut construire des majorités de projets ou éventuellement séduire des députés. Est-ce qu'Elisabeth Borne a les capacités de séduction? Est-ce qu'elle connaît les députés républicains divers gauche élus contre la NUPES ou des députés du groupe indépendantiste et centriste? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'une personnalité autre, notamment plus politique et plus utile pour Emmanuel Macron. Vous pensez à quelqu'un? Il y a différentes personnalités, quelqu'un comme François Bayrou, notamment parce qu'il est bon pour ce Oui, il en ce rêve profil. de toute façon. Il en rêve. Et il y a d'autres personnalités comme Bruno Le Maire, éventuellement, qui correspondraient plus. Et si Emmanuel Macron voudrait vraiment aller beaucoup plus loin et préempter l'espace des Républicains, il pourrait nommer quelqu'un comme François Barouin. Vous oubliez quand même une chose. Emmanuel, on n'en a pas quand même beaucoup parlé, et ça a été d'une certaine manière la chute d'Édouard Philippe. C'est qu'il faut, pour Emmanuel Macron, un Premier ministre compétent, un Premier ministre en effet qui parle à la droite, mais un Premier ministre qui laisse toute la lumière au président de la République. Si vous prenez François Bayrou, il est quand même très visible. Mais Emmanuel Macron, s'il s'expose comme ça, c'est-à-dire s'il choisit un Premier ministre dit transparent, dit technique, et ben c'est lui qui s'exposera devant. Et moi, j'ai une théorie. Si Emmanuel Macron passe en dessous de 30% de cote de popularité, ce sera la fin du quinquennat et ce sera la fin du macronisme. Parce qu'au-delà de 30% de popularité, c'est-à-dire qu'il aura les 2 tiers de la population contre lui, c'est-à-dire que par exemple sur ce type de plateau, et ben vous êtes tout seul contre 2. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui défendra le macronisme, et à ce moment-là que la cote de défiance de Macron s'effondrera, on arrivera au moment des Gilets jaunes. Jean-Yves Le Borne. Je trouve intéressant que vous évoquiez l'idée d'un Premier ministre qui pourrait en quelque sorte obtenir un soutien que je qualifierais d'institutionnel de la droite. En réalité, vous êtes encore dans la démarche de la nostalgie de la majorité absolue. C'est-à-dire que cette perspective, c'est une majorité absolue grâce à l'apport... Ce qui n'est pas passible d'une peine criminelle, d'ailleurs, d'être dans la nostalgie d'une majorité absolue. Non, mais ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Non, parce que le pénaliste que vous êtes voudrait déjà mettre William Tay derrière les barreaux pour ça. Non, je ne condamne pas William Tay, j'explicite ce qu'il y a comme idée derrière un discours qui est tout à fait cohérent, et je me dis qu'il faudrait peut-être que nous nous réhabituions à un vrai débat où l'accord n'est pas acquis d'avance, où le Premier ministre, dans quelque démarche que ce soit, n'est pas dans la promenade de santé. Au fond, nous avons pris l'habitude avec la Ve République, le mode d'élection législative uninominale, majoritaire à 2 tours, précisément en opposition à la proportionnelle, qu'on soit dans une situation où, au fond, le Parlement, c'était tranquille. C'était une sorte de dialogue paisible où on avait la majorité. Et je pense aussi qu'il y a dans votre discours une autre chose qui est intéressante. Sommes-nous définitivement dans une situation où le Premier ministre est un collaborateur, comme cela a été dit bien avant Emmanuel Macron, et où le pouvoir est exercé concrètement dans la quotidienneté par le chef de l'État, ce qui colle assez bien non seulement avec le quinquennat, mais avec la concomitance entre l'élection présidentielle et l'élection législative, où pouvons-nous revenir, c'est d'ailleurs la lettre de la Constitution, à l'idée d'un Premier ministre qui, effectivement, gouverne avec un président qui prend du recul. Il y a tellement longtemps que cet aspect des choses n'existe plus, soit dit entre nous, a-t-il vraiment jamais existé, ce président lointain, paisible et tranquille, un peu avec François Mitterrand. Et un peu avec De Gaulle aussi. Avec De Gaulle, déjà beaucoup moins. Si ce n'est avec Pompidou, Premier ministre, pour les autres, c'était quand même des envoyés du Seigneur. Donc, de telle sorte qu'on est dans une situation
où on n'est pas tout à fait capable d'accepter que le président exerce tous les pouvoirs et où on n'est pas capable non plus d'accepter que le Parlement soit un lieu de débat où un accord a priori ne peut pas être signé. Un mot sur Éric Coquerel, quand même, qui se retrouve sous les projecteurs depuis qu'il a remporté l'élection pour la présidence de la commission des finances, William T. Bah, moi, il y a un truc qui me surprend sur ce genre d'affaires, c'est que souvent, quand on discute avec les gens, c'est que les gens disaient avant, on savait, et puis après, souvent, les affaires apparaissent après l'élection d'une personne. Ça apparaît sur le cas de Damien Abad, parce que bon, j'avais entendu des affaires similaires sur Damien Abad, et également sur Eric Coquerel, j'avais entendu des rumeurs similaires. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je n'en sais rien, c'est à la justice d'en déterminer. La question d'Eric Coquerel, je pense, est encore plus compliquée que celle de Damien Abad, dans la mesure où Damien Abad, le président de la République, avait à peu près revenu sur la doctrine Jospin, qui était on ne revient pas dessus, et un ministre mis en accusation n'est pas obligé de démissionner, c'est à la justice de trancher, pour les questions des ministres. Sur la question d'Éric Coquerel, dans la mesure où la NUPES, LFI, a fait une coalition notamment avec les Verts, dont l'une des représentantes est Sandrine Rousseau, je ne vois pas comment Éric Coquerel, au vu des discours qui étaient portés notamment par la NUPES contre Damien Abad, s'ils veulent rester cohérents avec eux-mêmes, ils devraient demander... Vous avez entendu Sandrine Rousseau, hein, elle a changé d'avis du jour au lendemain. Qui a dit que pour l'instant, il n'y avait pas de plainte, qu'il n'y avait pas de témoignage, que jusqu'à présent... Oui, mais elle avait dit contre Damien Abad, avant qu'il y ait une plainte, qu'il démissionne. Non, mais bon, voilà. Jean-Yves Le Borgne. Écoutez, moi, vous imaginez bien que la notion de présomption d'innocence, c'est une deuxième nature chez moi. Depuis un certain nombre de décennies, puisque les choses sont ainsi et que je ne débute pas tout à fait au barreau, j'ai vu s'épaissir l'ère du soupçon. Écrivez l'ère selon toutes les orthographes que vous voudrez. En réalité, il y a aujourd'hui une culpabilité potentielle qui surgit, vous le disiez d'ailleurs, qui surgit précisément au moment où il y a une opportunité politique pour couper les jarrets d'un individu. Voyez-vous, vous dire que je suis dans l'enthousiasme à l'égard de M. Éric Coquerel, récemment élu à la présidence de la Commission des finances, ce serait peut-être mentir. De là à ce que l'on se serve de quoi que ce soit pour, en quelque sorte, le démonétiser, là, je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur la question de la présomption d'innocence. Je pense que ce qui est important aussi, on a parlé tout à l'heure du mandat donné au peuple, et la NUPES a à peu près donné une position qui était claire, notamment parce qu'on leur posait des questions sur le cas de Damien Abad. Ils ne peuvent pas dire Damien Abad sans plainte doit démissionner du gouvernement et on peut maintenir Éric Coquerel sans plainte sur les mêmes fondements d'accusation. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Je vous parle de justice. Sur la justice, vous avez raison. Mais à partir du moment où ils ont été élus par le peuple, ils ont reçu un mandat pour cela. Ils doivent rester sincères avec les convictions qu'ils ont portées durant la campagne des élections législatives. Moi, je dis juste qu'il faut rester cohérent. Si vous dites le plus important, c'est la présomption d'innocence, dans ce cas-là, il est logique de ne pas démissionner, à moins que la justice ait démontré la culpabilité d'une personne. Mais si par cas, vous portez une conviction politique comme la NUPES qui dit à chaque fois que quelqu'un est mis en accusation, il faut qu'il démissionne pour soutenir la cause des femmes, dans ce cas-là, ils doivent être cohérents avec eux-mêmes. Non pas qu'Éric Coquerel doit démissionner, mais que la NUPES doit demander la démission d'Éric Coquerel. Oui, je comprends. Mais vous savez, selon le regard que l'on porte sur un homme, il y a un poids du soupçon qui n'est pas le même. Lorsque la sympathie, lorsque le cheminement commun fait de lui une sorte de frère, l'accusation devient un scandale, tandis que chez l'adversaire politique, il est probable qu'elle soit vraie. Un mot pour terminer, et je commencerai par Jean-Yves Le Borgne. Ça a été cette semaine aussi la fin du procès des attentats du 13 novembre, qui était un procès hors norme, avec une condamnation très ferme pour Salah Abdeslam. Quels sont les enseignements de ce procès? Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que ça sera écrit dans les livres d'histoire, qu'on a beaucoup appris de ce procès. Et ce matin, quand on en parlait avec les grandes voix d'Europe 1, c'est-à-dire Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve, il y avait quand même une chose qui ressortait, c'est que, par exemple, dans un procès comme celui de Nuremberg, on avait appris ce que c'était que le nazisme, la méthode, la façon dont tout cela avait été, comment dirais-je, planifié, organisé, et que en termes d'islamisme, on ne sait pas forcément ni sur l'État islamique, le fonctionnement, etc. et la méthode. Deux questions différentes dans votre propos. La première, c'est qu'on retiendra à juste titre le caractère exemplaire de ce procès et qu'il faut, parce que je pense qu'on ne le fait pas assez, reconnaître la qualité de l'effort des magistrats qui ont conduit pendant 10 mois
un procès de cette nature, on n'imagine pas ce que ça représente comme poids et comme charge de travail, surtout qu'il n'y a pas eu le moindre dérapage qui est extraordinaire. Alors, sur le second point, a-t-on appris quelque chose sur l'islamisme ? Je dirais que, quelque part, c'est presque rassurant. Le nazisme était une organisation épouvantable, rationnellement menée, tandis que l'islamisme est presque aussi épouvantable, mais fait d'une manière un peu amateuriste. On voit bien que certains attentats sont faits parce que deux illuminés se rencontrent sur un réseau social et commencent à échanger des idées aussi folles les unes que les autres. Quelque part, c'est un peu rassurant. Tant que l'ennemi, l'abomination, l'insupportable n'a pas le visage rationnel d'une organisation concertée, félicitons-nous. William T. Je suis d'accord avec Maître Le Borgne. La difficulté qu'on a en comparaison des deux, notamment entre le procès de Nuremberg et le procès mené contre Salah Abdeslam, c'est qu'ils diffèrent sur plusieurs points. C'est-à-dire que le régime nazi avait été vaincu lors du procès de Nuremberg, donc il est toujours plus facile de juger quelqu'un qui est vaincu, alors que là, pour l'instant, le terrorisme islamique prospère toujours dans certaines régions du monde, notamment l'Afrique subsaharienne et une partie du Moyen-Orient, dans la mesure où certaines organisations sont encore vivantes. C'est le premier élément. Le deuxième point que je vois, c'est que c'est la question du procès en fait qui est différente. C'est qu'au procès de Nuremberg, c'était arrivé au moment où on avait découvert les chambres à gaz et donc du coup on s'était dit il faut plus jamais que ça arrive et on va transformer non pas le procès du personnel des nazis en tant que personne mais en tant que représentant nazi et donc en les attaquant à ce titre-là. Là on n'a pas fait le procès de Salah Abdeslam comme terroriste islamique provenant de Daesh et mené par Daesh, mais on l'a jugé en tant que personne, et chaque personne était jugée comme individu et non pas comme institution, ce qui diffère en termes d'objet. Je pense que l'objet pour arriver sur ce point-là, c'était de leur faire le procès du terrorisme islamique pour que plus jamais ça arrive, pour comprendre les enjeux et pour qu'on arrive à ça. Je crois que ce qui est essentiel aussi, c'est qu'à la brutalité de la barbarie a répondu l'élégance pondérée d'une dialectique judiciaire qui est l'image de la démocratie. Merci à vous deux, merci Maître Le Borgne, merci à vous William T. Dans un instant, le journal de Sophie Tussaud. Juste après, n'oubliez pas que pendant toute la durée du Tour de France, on vous lâche à 19h40 avec Axel May pour le Club Tour et que Panorama est donc décalé à 19h15 aujourd'hui. Le boom du tourisme en plein air et notamment les campings. À tout de suite sur Europe.